21h30, Madame, Monsieur, bonsoir. Place à présent au titre du journal. Le président de la République inaugure le collège de défense Mohammed Ben Zayed, destiné à la formation des officiers supérieurs des forces armées du G5 Sahel. L'Office central de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants et substances psychotropes arrête 3 étrangers en leur possession une importante quantité d'alcool. En Gambie, le candidat de l'opposition remporte la présidentielle face à Yahya Jammeh. Les pays du G5 Sahel se frottent les mains. Ils disposent désormais à Nouakchott d'un collège de défense destiné à former les officiers supérieurs des forces armées de leurs pays respectifs. L'édifice dénommé Collège de défense Mohammed Ben Zayed a été inauguré aujourd'hui par le président de la République Mohamed Ould Abdelaziz. Il se trouve sur la route Nouakchott-Nouadhibou. Il a été construit grâce à un fonds consenti par les Émirats arabes unis. Bokar Baylaba. Le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, a été accueilli par le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, M. Ahmedoul Abdallah, ministre de la Défense nationale par intérim, et le chef d'état-major général des armées, le général de division, Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed. Puis, il a passé en revue des formations du génie militaire qui ont rendu les honneurs. Le président de la République a ensuite dévoilé la plaque commémorative de cet établissement, symbolisant ainsi la mise en service de cette école. S'adressant au président de la République, chef suprême des forces armées, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, M. Ahmedoul Abdallah, ministre de la Défense nationale par intérim, a souligné que cet établissement militaire constitue une contribution de la Mauritanie dans la réalisation de la complémentarité entre les différents pays membres du G5 Sahel, notamment en matière de coopération militaire. Il a précisé que cette institution permettra de renforcer le niveau de formation des officiers supérieurs de l'armée nationale et de ceux des armées du G5 Sahel qui ont la responsabilité de promouvoir les stratégies communes de défense et de sécurité afin de relever les défis sécuritaires auxquels la région est confrontée. Ce collège de défense a pour mission de former les officiers supérieurs des forces armées des pays du G5 Sahel, appelés à occuper des fonctions de commandement et de gestion des opérations tant sur le plan national que multinational. L'établissement a été construit sur une superficie de 30 000 m² selon les normes de génie civil. Il englobe des résidences pour officiers, des locaux pour le commandement, un réfectoire en plus d'une mosquée. Coût de réalisation de l'établissement, 8 millions de dollars consentis par l'État mauritanien et l'État des Émirats arabes unis. En somme, cet établissement de formation militaire permettra de faire bénéficier les pays de la sous-région de l'approche mauritanienne en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme. Juste à côté de ce collège se trouve l'Institut supérieur d'anglais dont le président de la République a visité les différents pavillons. L'Institut, d'une capacité de 12 étudiants, dispense 3 programmes d'enseignement dans le domaine de la formation professionnelle. Restons toujours avec Bokar Baylaba. Le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, a été accueilli par le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, M. Ahmedoul Abdallah, ministre de la Défense nationale par intérim, et le chef d'état-major général des armées, le général de brigade, Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed. Puis, il a fait le tour des pavillons de l'Institut et suivi des explications sur ses missions, ainsi que ses prestations et sa capacité d'accueil, soit 12 étudiants dans chacune des 5 classes de cet établissement. L'Institut supérieur d'anglais a pour mission de développer et offrir des programmes de formation initiale et continue
adapté aux besoins des administrations publiques, des collectivités locales, des acteurs économiques et sociaux, garantissant la contribution à l'ouverture de la Mauritanie sur l'économie mondiale et la culture universelle. Ces missions sont la formation des générations de Mauritaniens ayant pour langue de travail et de communication l'anglais. Cet institut a également pour mission d'ouvrir notre pays à l'économie mondiale et à la civilisation universelle. Vous savez que l'anglais maintenant est devenu une langue de communication, une langue de travail mondiale. Et donc, actuellement, l'Institut a été ouvert le 4 octobre pour l'année académique 2016-2017. Il a reçu 60 étudiants de l'enseignement supérieur et nous avons aussi reçu une trentaine d'officiers et de sous-officiers de l'armée pour une formation de courte durée. Les perspectives d'avenir pour l'Institut, c'est une extension de ces infrastructures pour qu'ils puissent avoir une capacité plus grande et donc pouvoir accueillir l'année prochaine plus d'étudiants, puisque la demande maintenant est très forte sur l'Institut supérieur d'anglais. Le staff scientifique de l'Institut comprend 6 professeurs mauritaniens et d'autres de différentes nationalités. Pour ces professeurs, l'établissement dispose d'un large éventail d'équipements de pointe, garantissant aux étudiants une solide base d'expertise et de connaissances. Justement, les étudiants estiment que la formation en anglais est une porte ouverte sur la culture universelle. Cet institut, c'est un institut meilleur, je pense que la meilleure en Mauritanie. C'est la première fois. Pour cela, nous avons ici un bon professeur, son excellence. Et nous choisissons l'anglais, parce que l'anglais, c'est une langue internationale. Et notre pays maintenant a besoin déjà de connaître l'anglais pour connaître les autres cultures du pays. Cet institut, comme a dit mes collègues, c'est un institut qui développe l'éducation mauritanienne en général. Les professeurs sont bien, comme a dit mes collègues. C'est une opportunité pour nous de venir ici et apprendre l'anglais. Créé par décret 2016-30 du 18 février 2016, l'Institut supérieur d'anglais relève de la tutelle conjointe des ministères de la Défense nationale et du ministère de l'Enseignement supérieur. L'actualité parlementaire marquée à l'Assemblée nationale par la réunion de la Commission des finances qui s'est penchée aujourd'hui sur le projet des budgets du ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme. La Commission a suivi un exposé présenté par la ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, Mme Nahant Hamdil Mouknas, sur les différents volets de ce budget. La même commission a également examiné le projet de budget du ministère de l'Agriculture pour l'année 2017. La commission a suivi un exposé détaillé présenté par la ministre de l'Agriculture, Lemine Mtelrotobo-Lemama, sur les différents chapitres du budget de son département. Et au Sénat, la Commission des affaires économiques et du plan a examiné le projet de loi relatif à l'encouragement et la protection des investissements signé entre notre pays et le gouvernement de la République du Soudan. Le gouvernement a été représenté par le ministre de l'économie et des finances, Mokhtar Ould Diaye. Le Palais des Congrès a abrité cet après-midi la 29e édition du festival annuel de soutien au prophète Mohammed, paix et salut sur lui. La manifestation est organisée par le Rassemblement culturel islamique en Mauritanie et en Afrique de l'Ouest en collaboration avec l'ICESCO. Abdoul Adamaba nous en dit plus. 3 jours durant, les participants à ce congrès de soutien au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, vont discuter de la dimension morale et pédagogique du message du prophète organisé par le regroupement culturel islamique en Mauritanie et en Afrique de l'Ouest, en collaboration avec l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture ISESCO. Cette 29e édition a enregistré la participation de délégations de pays musulmans venus d'Égypte, du Liban, du Sénégal, de l'Algérie, entre autres. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Ahmed Ould Ehel Daoud, a indiqué que le gouvernement de la République islamique de Mauritanie soutient toutes les activités et programmes visant à soutenir le messager d'Allah. Il a ajouté que le travail du regroupement islamique s'inscrit dans le cadre
de la poursuite des réalisations majeures dans le secteur des affaires islamiques sous la direction du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz. Il a enfin affirmé que la Mauritanie reste attachée aux enseignements de l'islam sur la piété, la tolérance et l'ouverture, rejetant toute forme de violence et d'extrémisme. Pour sa part, le président du regroupement culturel islamique en Mauritanie et en Afrique de l'Ouest, Cheikh Mohamed El Hafez Annaoui, a salué l'organisation de cet événement au cours de ce mois qui coïncide avec la naissance du prophète. Il a en outre remercié les délégations qui ont accepté de répondre à l'appel du regroupement culturel et islamique. Les membres des délégations qui ont pris part à ce colloque ainsi que les oulémas et cheikhs qui ont pris la parole ont exprimé leur satisfaction d'assister à cette cérémonie. L'organisation de ce congrès, souligne-t-il, est la preuve de l'amour et du soutien de la Mauritanie au prophète de l'islam. La cérémonie d'ouverture de ce colloque s'est déroulée en présence d'un parterre de membres du gouvernement, d'oulémas et de chercheurs. C'est également dans ce même cadre que le Forum des oulémas et imams de Mauritanie de soutien au prophète Mohamed paix et salut sur lui a annoncé aujourd'hui le lancement de ces activités qu'il a inauguré par l'organisation de 7 colloques à Nouakchott. Des érudits et des imams se sont relayés à la tribune pour magnifier les vertus nobles du prophète Mohamed paix et salut sur lui et les sacrifices qu'il a consentis pour répandre la parole divine ainsi que les préceptes de tolérance, de compréhension recommandés par notre sainte religion, l'islam. Parlons maintenant de cette importante saisie effectuée par l'Office central de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes. Près de 600 bouteilles et canettes de différentes sortes de vin étaient en possession de 3 étrangers qui envisageaient de les écouler à Nouakchott. Le commissaire de l'Office a indiqué que l'opération s'inscrit dans le cadre de la stratégie des pouvoirs publics visant à lutter contre la vente des stupéfiants et à protéger les jeunes qui représentent les principales cibles des trafiquants. Il a affirmé que l'Office continuera cet effort à l'intérieur du pays pour barrer le chemin aux vendeurs de ces poisons. Direction à présent la Saba. Vous le savez, c'est là que se trouve depuis quelques jours une caravane du ministère des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille avec pour mission de sensibiliser les populations sur les dangers consécutifs aux violations conjugales. Après Kifa, la caravane a fait cap sur Kankossa. Melika Nari. La Moukata de Kankossa est la deuxième étape de cette caravane de sensibilisation organisée par le ministère des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille en collaboration avec la coopération allemande GIZ quant à la lutte contre les violences conjugales dans les wilayas de la Saba et du Gorgol. Des rencontres et des réunions ont été organisées en présence des autorités administratives, des leaders d'opinion, de la société civile et des femmes engagées dans ce processus qui ont discuté et débattu des questions inhérentes aux différentes formes de violence, morale, physique, économique et administrative, en mettant en exergue les dangers que cela représente et les moyens de lutter contre ce phénomène. Cette femme souligne que cette rencontre a été enrichissante, fructueuse pour tous les participants à cette séance de sensibilisation. Et nous remercions, dit-elle, à cet effet, le ministère et demande à toutes les femmes et en tout lieu de prendre à cœur cette question et de s'unir afin d'y mettre fin. Quant à cette autre, elle souligne que les problèmes conjugaux auxquels font face les femmes sont multiples et n'en finissent pas. Et il est nécessaire que les hommes soient sensibilisés, et ce, d'autant que trop souvent, ils divorcent leurs femmes et elles se retrouvent avec la charge des enfants, avec tout ce que cela comporte comme conséquences négatives sur l'enfant. La caravane de sensibilisation suit ainsi son programme en direction des populations afin d'induire un changement de comportement au sein de la société, afin que la femme recouvre le respect et le droit dont elle devrait être en possession. D'autant qu'elle est un pivot essentiel et un garant de la stabilité et du bonheur de la famille et par conséquent de la nation tout entière. Cette sensibilisation se décline en plaidoiries, sketchs, montrant la portée et la valeur du respect et de la bonté au sein de la cellule familiale, tout comme il est procédé à des concours avec des prix et des consultations gratuites sont données portant sur les problèmes familiaux et la violence conjugale.
La caravane suit également ce programme au travers des antennes de radio régionales par le biais d'émissions directes afin de sensibiliser et de donner des conseils essentiels pour que les femmes puissent parer et se prémunir de la violence conjugale, véritable fléau. Retour à Nouakchott et précisément dans la Muqata'a de Sabra qui vit depuis hier soir au rythme du Festival international de la musique des handicapés organisé par la troupe des personnes handicapées. Un programme varié fait de chants et de folklore animé par des troupes marocaines, gambiennes, sénégalaises et bien sûr mauritaniennes. Abdul Adamaba. Des troupes artistiques de la Mauritanie, du Sénégal, de la Gambie et du Maroc, entre autres, prennent part à ces soirées artistiques rythmées de chants et danses à Sabra et Riyad. 3 jours durant, les artistes venus de ces différents pays vont rivaliser d'ardeur et montrer les différentes facettes de leur culture. Mohamed El Mohtar Oulzil Ahmed, conseiller chargé du patrimoine au ministère de la Culture et de l'Artisanat, a indiqué que le département de la Culture, sur instruction du président de la République, accorde une attention particulière à cette frange qui, dit-il, doit être impliquée dans le développement du pays. Il a par ailleurs rappelé les conventions internationales en la matière ratifiées par la Mauritanie. Mohamed Kamara, représentant des troupes artistiques qui prennent part à ce festival, a exprimé sa satisfaction au vu de l'appui matériel et moral dont jouit cette frange. Il a par ailleurs salué le quota réservé par l'État aux personnes en situation de handicap dans les concours de recrutement. Après ces allocutions, plusieurs artistes ont démontré leur savoir-faire sur scène. Nous allons à présent à Nouadhibou d'abord pour parler de la célébration de la journée mondiale du sida. La rencontre a été l'occasion pour les acteurs concernés de faire l'évaluation des progrès enregistrés au niveau de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou dans la lutte contre la pandémie du VIH-Sida et également de lancer un message de soutien et de solidarité avec les personnes vivant avec le VIH. Les efforts du comité régional de lutte contre le sida ont été également mentionnés particulièrement dans le domaine de la prise en charge des malades touchés par la pandémie ainsi que la sensibilisation des populations sur les dangers de cette maladie et les moyens de s'en prémunir. Et nous restons à Nouadhibou pour parler cette fois-ci de l'ambitieux projet de l'autorité de la zone franche compte réaliser. Il s'agit de la construction d'un nouvel aéroport international à quelques kilomètres de la ville, répondant aux normes de sécurité aérienne et à la dimension de la zone franche qui aspire à devenir un véritable pôle d'attraction des investisseurs. Abdul Adamaba. La zone franche de Nouadhibou est le point de se doter d'un nouvel aéroport d'envergure internationale en lieu et place de l'ancien. Le projet est en gestation. Il vise à doter la capitale économique d'infrastructures aériennes à la dimension des ambitions de l'autorité de la zone franche, destinée à faire de Nouadhibou un pôle d'attraction des investisseurs. Déjà, l'emplacement de la future infrastructure aérienne a été déterminé. Les études de faisabilité et de rentabilité ont été enclenchées. Le directeur général des études, des aménagements et des infrastructures de base de la zone franche, Mohamed Ahmed Sidi, précise ici que le projet de construction d'un nouvel aéroport fait partie d'un ensemble de réalisations que l'autorité envisage d'entreprendre. Il a expliqué que l'aéroport actuel se trouve dans le centre de la ville et à côté des habitations et des industries, ce qui ne garantit pas, dit-il, une sécurité aérienne. Il a ajouté que l'emplacement du futur aéroport se trouve à 15 km de la ville et que sa réalisation contribuera à l'essor économique de la zone franche de Nouadhibou. Voilà, c'était la voix de Mohamed Lamine Oulbakar. Les Gambiens ont tourné l'air Yahya Jammeh en accordant leur confiance à Adama Barrow, candidat d'une coalition de l'opposition. Ce dernier, en effet, a remporté l'élection présidentielle face au président sortant qui a dirigé le pays durant 22 ans. Adama Barrow a obtenu plus de 260 000 voix, soit 45,5% des suffrages, contre 36,6% pour Yahya Jammeh. Adama Barrow, 51 ans, a appelé ses compatriotes à se retrousser les manches pour développer leur pays. Et aux États-Unis, Donald Trump a choisi un ancien général comme ministre de la Défense. Il s'agit de James Mattis,
66 ans, connu pour son expérience au Moyen-Orient et sa défiance envers l'Iran. Le nouveau chef du Pentagone faisait partie des finalistes pour ce poste clé de la prochaine administration Trump, au moment même où le président élu a promis d'intensifier la guerre contre les djihadistes du groupe Daesh en Syrie et en Irak, deux théâtres d'opération que James Mattis connaît bien. Mais rien n'est encore définitif. En effet, une loi interdit aux anciens militaires de devenir secrétaires à la défense pendant 7 ans, une condition qui visait à sanctuariser la direction civile du ministère. Or, James Mattis a quitté l'armée en 2013 seulement. Le Congrès devra donc accorder une dispense au général. La sénatrice démocrate Christine Gibilan a d'ores et déjà annoncé qu'elle refuserait de faire une exception. Et voilà qui met fin à ce journal. Je vous en rappelle les principales infos. Le président de la République inaugure le collège de défense Mohammed Ben Zayed, destiné à la formation des officiers supérieurs des forces armées du G5 Sahel. L'Office central de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants et substances psychotropes arrête 3 étrangers en leur possession d'une importante quantité d'alcool. Et en Gambie, le candidat de l'opposition remporte la présidentielle face à Yahya Jammeh. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end et à très bientôt.